Bernard Werber, l'ultime secret, 10e partie. Jean-Louis Martin se mit à rivaliser avec des programmes de jeux d'échecs informatiques et comprit vite qu'ils avaient dépassé l'homme grâce à leur capacité de calcul. Il analysa ensuite le match de mai 1997 où Garry Kasparov avait été battu 3 parties à 2 par Deep Purple Blue dans la salle du Millennium de New York. Ce jour-là, nous avons perdu une bataille essentielle. Le meilleur des humains n'a pu égaler une machine. Le malade d'Ulysse entreprit dès lors d'étudier les processus de réflexion des programmes de jeux d'échecs de dernière génération, et il se mit à étudier les balbutiements de cette nouvelle discipline qu'on nommait la conscience artificielle. À cet instant, Jean-Louis Martin eut envie que son esprit ne soit plus enfermé dans son corps de chair, inopérant, mais dans un corps d'acier, indestructible. Personne, drôle de nom, songe Lucrèce. Est-ce si ce n'était pas un homme? Elle a certes vu le film 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick avec son ordinateur HAL qui se révoltait contre les hommes. Et là, ce pourrait être Deep Blue 4. Inconcevable. Il faudrait qu'une machine possède une volonté, une intention, une prise de conscience de son moi. Même Samuel Fincher l'avait clairement énoncé lors du match. Les machines n'ont pas d'état d'âme. Elles ne veulent ni supplément d'électricité, ni supplément de programme. C'est là leur force et leur faiblesse. En tout cas, l'hypothèse de Deep Blue Cat a au moins le mérite de fournir un mobile valable, la vengeance. S'il y a quelqu'un qui avait des raisons d'en vouloir à Fincher, c'était bien ce tas de ferraille, Deep Blue Cat l'assassin. Mais comment aurait-il pu repérer sa victime? Un ordinateur ne peut rien voir, quoique. Un ordinateur branché sur Internet pourrait utiliser les multiples possibilités des réseaux informatiques. N'importe quel ordinateur pourrait avoir accès aux images de toutes les caméras publiques, toutes les webcams, les moindres vidéos de surveillance. N'importe quel ordinateur pourrait surveiller un individu, le suivre, percevoir ses instants de vulnérabilité. La journaliste pense avoir mis le museau dans une affaire beaucoup plus importante qu'elle ne le pensait de prime abord. Un enjeu mondial, les hommes contre les machines. Reste à savoir comment un ordinateur branché sur le réseau, ayant repéré sa victime, peut tuer à distance durant un acte d'amour entre humains. Comment Deep Blue Cat a-t-il pu assassiner son vainqueur? Lucrèce Nemrod essaye de visualiser la scène. Samuel Fincher et Natasha Anderson sont nus. Ils sont au lit. Au loin, un ordinateur malveillant. Deep Blue Cat, motivé par l'esprit de vengeance. Des épis, grâce à une caméra de surveillance, peut-être une simple webcam posée sur un ordinateur personnel. Bon sang! Fincher a peut-être utilisé un gadget électronique branché sur le réseau Internet. Cette hypothèse a l'avantage de tout expliquer. Natacha aurait cru de bonne foi que c'était elle la meurtrière. Mais pourquoi n'était-elle pas morte elle aussi? Quand on touche quelqu'un qui s'est électrocuté, on est électrocuté à son tour. Fincher avait peut-être un cœur plus fragile. Quant au top modèle, elle a dû penser que c'était un effet naturel à un orgasme. Elle se souvient d'avoir eu elle-même au sommet de son plaisir un instant de complet blackout. La petite mort, ça ne durait jamais assez longtemps. Le scénario de l'ordinateur tueur, aussi bizarre soit-il, commence à tenir. Les pièces du puzzle s'emboîtent les unes avec les autres dans l'esprit de la jeune journaliste scientifique. Pas la peine d'aller chercher la science-fiction. La technologie actuelle permet, elle en est certaine, de comprendre ce genre de situation. Tout tient au fait qu'on sous-estime les ordinateurs. Les jugeant incapables de penser, pourtant de plus en plus d'articles scientifiques signalent qu'ils deviennent capables de réfléchir comme des enfants. Un enfant électronique a tué l'homme le plus intelligent pour vérifier son pouvoir, ou parce que celui-ci lui a flanqué une raclée devant tout le monde. Un enfant avec une mémoire électronique qui n'oublie pas. Les idées se recoupent, se complètent, se juxtaposent pour former une chaîne logique. Elle se sent comme un pion dans une partie d'échecs dont elle commence à peine à entrevoir les règles. Tout ce qu'elle constate, c'est que ni son charme, ni son agilité au combat ne peuvent plus lui être d'aucune aide. Et maintenant, elle est prisonnière des Noirs. Si elle avait su qu'Isidore l'entraînerait dans un tel cauchemar, elle y aurait réfléchi à 2 fois. Tu parles d'une enquête scientifique. Quoique. La jeune journaliste voit déjà le titre. La vengeance de Deep Blue Cat, où l'assassin était un ordinateur. Avec ça, j'ai le prix Pulitzer. Pour l'instant, il lui faut trouver un moyen de sortir d'ici avant de devenir folle. À la clinique. Sa dame blanche était menacée. Samuel Fincher examina la partie. Il dégagea cette pièce pour la placer au centre du jeu. Là, il savait qu'elle bloquait toutes les tentatives d'attaque de son adversaire. Le neuropsychiatre aimait bien jouer avec Jean-Louis Martin. Aux échecs, les pièces ambassadrices de l'esprit du médecin jouaient contre les pièces ambassadrices de l'esprit du malade. Il n'y avait plus que ces 2 cerveaux se confrontant à exacte égalité de chances de gagner.
La partie se poursuivit, et finalement Jean-Louis Martin l'emporta facilement, malgré cette dame blanche, pourtant bien placée. Bravo. Je vous bats parce que vous êtes un débutant, mais j'ai joué contre un programme d'ordinateur qui me bat, lui, à tous les coups. Ainsi vous avez trouvé votre maître? Oui, cela me trouble, d'ailleurs. Je me demande si les machines ne sont pas plus douées que nous, en stratégie en tout cas. Mais tout n'est-il pas de la stratégie? Une plante qui pousse est une stratégie de conquête du milieu. Un enfant qui grandit est une stratégie d'un ADN pour se reproduire. Intéressant. Mais vous poussez un peu loin le bouchon, il me semble. Samuel Fincher replaça son adversaire un peu mieux d'aplomb sur ses coussins. Pour l'instant, le titre du champion du monde a été remporté par Deeper Blue contre Kasparov. Peut-être que le sens de l'histoire réclame un triomphe de la machine parfaite contre l'homme imparfait. Nous avons vaincu le singe, l'ordinateur le venge. Samuel Fincher jeta un coup d'œil aux autres malades alentour, des hébéphréniques qui, eux, n'avaient pas le privilège de ce genre de dialogue. La plupart regardaient pensivement les fresques de Salvatore Dali, trouvant dans ces figures étranges l'imaginaire qui manquait à leur quotidien. Non, nous serons toujours plus forts que les machines. Et vous savez pourquoi, Jean-Louis? À cause des rêves. Les machines ne rêvent pas. Quel est l'intérêt du rêve? Demanda le malade d'Ulysse. Le rêve nous permet de nous réinitialiser. Chaque soir, durant notre phase de sommeil paradoxal, nous recevons dans nos têtes des images, des idées, et en même temps, nous nous libérons de tout ce qui a essayé de nous conditionner dans la journée. En Russie, durant les périodes de purge stalinienne, le supplice le plus répandu était d'empêcher les gens de dormir, pour les empêcher de rêver. Privés de rêve, nous perdons toute notre force intellectuelle. Même Ulysse, dans le récit d'Homère, entend les conseils d'Athéna durant ses rêves. L'ordinateur ne rêve pas. Les ordinateurs ne font qu'accumuler du savoir, sans être réinitialisés. Les ordinateurs sont bloqués sur un système de pensée qui fonctionne par une accumulation et non par sélection. Cela change. Il paraît que des laboratoires ont mis au point une conscience artificielle. Tant que les savants n'auront pas inventé des ordinateurs capables de rêver, l'homme trouvera toujours le moyen d'avoir le dessus sur la machine. Il désigna les tableaux de Salvatore Dali qui tapissaient les murs. Quel ordinateur serait capable de peindre ça? Dans le cas de Dali, ce n'est pas uniquement le rêve qui définit l'intelligence humaine, c'est aussi sa capacité de folie. Le neuropsychiatre encouragea son malade à développer son idée. La folie et même la bêtise, pour être proches de nous, les ordinateurs devraient être capables de commettre des bêtises. J'en discutais hier avec Athéna. Elle me disait qu'elle se rendait bien compte que les ordinateurs effaroucheront les hommes tant qu'ils auront la prétention d'être parfaits. Elle proposait de créer non plus de l'intelligence artificielle, mais de la bêtise artificielle. Le neuropsychiatre ajusta sa lunette d'écaille. La bêtise artificielle. J'entrevois un futur où les ordinateurs auront non seulement une conscience propre, non programmée à l'avance par les hommes, mais en plus des états d'âme, une sensibilité typiquement informatique, un futur où il y aura des psychothérapeutes qui les rassureront, qui essaieront de comprendre leur névrose. Bref, je vois un futur où les ordinateurs seront capables d'être fous et de produire des œuvres comme celle de Dali. Était-ce Athéna qui parlait ou Ulysse? Jamais Jean-Louis Martin n'était allé aussi loin dans ses prospectives. Désolé, dit le neuropsychiatre, je crois pour ma part que le cerveau humain sera toujours inégalable. L'informatique aura toujours ses limites. Nous ne serons pas sauvés par les ordinateurs, ils ne seront pas nos successeurs dans le domaine de l'évolution de la conscience. Alors Jean-Louis Martin lança à nouveau son esprit sur les flots des réseaux informatiques, traquant dans les recoins des universités et des laboratoires les dernières recherches qui l'aideraient à impressionner son mentor. Elle frappe de plus en plus fort contre la vitre. « Hé, personne, personne !» La pièce se rallume, l'écran aussi. Êtes-vous enfin décidé à parler? J'ai compris qui vous êtes un ordinateur. C'est pourquoi vous me parlez par écran interposé. Vous n'existez pas vraiment, vous n'êtes qu'une machine qui répète des mots qu'on lui a programmés. Non. Alors montrez-vous, à moins que vous ne soyez trop monstrueux pour vous présenter devant moi. Je suis sûr que vous n'êtes pas humain. D'ailleurs, vos phrases ne sont pas celles d'un être humain. Vous pensez comme une machine. La meilleure défense, c'est l'attaque. Même enfermée dans une pièce capitonnée, même face à un ordinateur, elle n'oublie pas qu'il s'agit toujours de deux esprits qui réfléchissent, et à aucun moment, en dépit de sa situation, elle n'a décidé qu'elle devrait perdre. Vous êtes une machine. La preuve, c'est que si vous étiez un homme, vous seriez sensible à mon charme. Ce disant, elle se penche légèrement pour que la caméra plonge dans son décolleté agrémenté d'un soutien-gorge compensé. Voyons comment il réagit à la 7e motivation. Vous êtes très belle, en effet.
Il semblait commencer à se justifier, comme s'il craignait d'être pris pour Deep Blue 4. Vous êtes un fichu tas de ferraille avec des disques durs, des cartes mères, des transistors à l'intérieur. Ça n'a pas de libido, le silicium. Je suis un homme. Vous êtes personne. C'est vous-même qui l'avez dit. Je suis personne, mais je suis encore un homme. Alors venez ici que je vous vois. Venez que je vous touche. Si vous venez me parler en face, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Promis ? Silence. Ce n'est pas vous qui êtes en position d'imposer vos conditions. Dégonflez. Ce qui importe n'est pas qui je suis, mais qui vous êtes. Vous êtes journaliste. Vous avez commencé à vous infiltrer chez nous, à recueillir des informations sur nous. Je veux savoir jusqu'où vous êtes allé et à qui vous en avez parlé. J'ai tout mon temps. Si vous ne voulez pas nous aider, vous resterez ici des jours, des semaines, peut-être des mois. Vous risquez de perdre la raison. Elle colle son visage contre la vitre, comme si elle voulait voir l'objectif de la caméra qui la regarde. Je ne suis déjà pas très raisonnable, je crois qu'en cherchant bien, je suis à 12% narcissique, à 27% anxieuse, à 18% schizoïde, à 29% histrionique, à 14% passive-agressive et en plus, depuis peu, je me suis remise à fumer. Elle souffle de l'air dans sa direction, ce qui a pour effet de dessiner un mur de vapeur qui rend la vitre opaque. Je vous félicite d'arriver à faire de l'humour dans cette situation, mais je ne crois pas que vous montrerez autant d'arrogance après plusieurs jours d'enfermement. À vous de choisir. Elle crie. Hé, Deep Blue Cat, c'est quoi qui te motive ? La lumière s'éteint. Plus d'image, plus de son. Juste une vague odeur de sueur. Sa propre sueur. Grâce à la gigantesque toile électronique d'Internet, Jean-Louis Martin voyageait par l'esprit dans le monde entier, lisant les articles scientifiques, les livres, les thèses, regardant les reportages, écoutant les interviews. Son attention se focalisait sur la recherche d'une découverte extraordinaire, quelque chose de nouveau, d'encore plus fort que les ordinateurs et intelligence artificielle de la dernière génération. C'était une griserie étrange d'avoir accès à tant et tant de savoir. Jadis, la censure empêchait les informations intéressantes d'émerger. Maintenant, c'était l'avalanche d'informations qui produisait le même effet. Trop d'informations tue l'information. Mais il y avait l'aide d'Athéna qui sélectionnait pour lui les sites les plus intéressants. Et puis, il y avait le temps. Il savait que quelque part dans un recoin de l'immense banque de mots et d'images que recelait Internet, il devait y avoir quelque chose que ne connaissait pas Fincher et qui l'impressionnerait. Il chercha longtemps. Jusqu'au jour où son attention fut attirée par une expérience étrange qui s'était déroulée en 1954 dans un laboratoire des États-Unis. Un accident. Comme le stipule la loi de Murphy, les grandes découvertes sont faites par erreur. Ensuite, les scientifiques inventent le soi-disant raisonnement logique qui a conduit à cette découverte. C'est ainsi qu'ils créent leur propre légende. Là, c'était une erreur qui débouchait sur une information vraiment étonnante, plus qu'étonnante, troublante, plus que troublante, peut-être déterminante. Pourquoi cette trouvaille n'avait-elle pas éclaté au grand jour ? Jean-Louis Martin mena son enquête et comprit. L'inventeur avait été effrayé par l'étendue de sa propre découverte et avait souhaité l'étouffer. Quel dommage et quelle exaltation à comprendre sa portée véritable. C'était comme si, en tant que prédateur, il avait surpris un gibier attaché qui l'attendait, qui ne se défendait pas et qu'aucun autre prédateur n'avait daigné manger. L'esprit de Jean-Louis Martin avait faim, alors il s'empara de la proie et la mangea. La digestion fut lente. Après avoir accumulé beaucoup d'informations sur cette expérience extraordinaire, il finit par constituer un dossier. Comment et pourquoi c'était arrivé ? Ce que cela introduisait ? Comment utiliser cette découverte pour avancer encore plus loin ? Lorsque son dossier fut complet, il le rangera proprement dans un fichier d'ordinateur. Il fallait trouver un nom pour cette découverte, puisque son inventeur n'avait même pas daigné le baptiser. Sans la moindre hésitation, Jean-Louis Martin l'intitula « L'ultime secret ». Un peu pompeux, certes, mais ce n'était pourtant rien par rapport aux immenses horizons qu'ouvrait à son avis cette trouvaille. Jean-Louis Martin décida d'en parler à Samuel Fincher et de lui expliquer comment il pourrait utiliser différemment cette invention. Le docteur Fincher ne comprit pas tout de suite, mais quand il comprit, il fut à son tour très impressionné. « Sidérant !» s'exclama-t-il. Mais il précisa aussitôt. Si l'inventeur a renoncé à poursuivre ses recherches, c'est qu'il a perçu le danger d'une telle découverte. Vous rendez-vous compte, Jean-Louis, de sa portée ? L'œil de Jean-Louis Martin s'agita. C'est comme la découverte du feu ou du nucléaire. Cela peut chauffer ou cela peut brûler. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. Lucrèce Nemrod est fatigué de taper contre les murs de sa prison capitonnée.
Elle attaque la vitre en se repérant au toucher. Avec ses ongles, elle essaie de défaire les jointures, en vain. Bon, il n'y a rien à faire, c'est du solide. Attendre, dormir. Elle n'arrive pas à dormir. Elle reste dans le noir, les yeux grands ouverts. Elle se souvient de ce que disait personne. Ne pas nourrir un cerveau est la pire des choses qui puisse lui arriver. Il faut penser. Il faut organiser son cerveau afin que même s'il ne se passe rien à l'extérieur, il fonctionne à l'intérieur. Elle se focalise sur l'enquête. Tout tient à cette question a priori simple. Qu'est-ce qui nous pousse à agir? Simple, mais qui ouvre tant de perspectives. Elle se dit que sa liste de motivations explique toute l'histoire de l'humanité. Elle imagine le premier homme des cavernes. Il se bat contre un fauve. Il est mordu. Il est blessé. Il a mal. Il a envie de s'en sortir et que la douleur s'arrête. Alors il saisit une branche, en frappe le fauve et invente ainsi l'outil. C'est l'assouvissement du premier besoin, la cessation de la douleur qui fait démarrer l'humanité. Puis il fuit dans les plaines et il craint d'être attaqué par d'autres fauves. L'orage gronde, la nuit le plonge dans des ténèbres, alors il se réfugie dans les cavernes et invente ainsi la notion d'abri. C'est l'assouvissement du second besoin, la cessation de la peur. Puis il a soif, alors il cherche des sources, puis il a faim, alors il chasse, et il se livre à la cueillette, puis il est fatigué, alors il invente le lit et le feu, qui empêchent les prédateurs de pénétrer dans la caverne durant son sommeil. C'est la troisième motivation, la satisfaction des besoins primaires de survie. Là se produit la bascule. Il passe des besoins aux envies. Par envie de confort, l'homme quitte les cavernes, construit des huttes, des cabanes, des maisons et devient architecte. Par envie de place, il déclare la guerre et envahit le territoire de son voisin. Par envie de moins se fatiguer à chercher des cueillettes, il devient agriculteur. Par envie de ne plus se fatiguer à labourer les champs, il invente l'attelage des bœufs. Lucrèce a lu dans l'encyclopédie du savoir relatif et absolu que si la lettre A commence l'alphabet, c'est parce qu'elle représente dans la plupart des langues anciennes une tête de bœuf à l'envers. Le bœuf est la première source d'énergie et donc l'origine de la civilisation. Après les bœufs, les chevaux, puis les moteurs. Quatrième motivation donc, la satisfaction des besoins secondaires de confort. Qu'y a-t-il ensuite dans sa liste? La cinquième motivation, le devoir. Devoir envers le professeur, les 20 années passées à l'école. Devoir envers la famille, le mariage. Devoir envers la patrie, les impôts. Devoir envers le patron, l'entreprise. Devoir envers le gouvernement, le vote. Et pour assurer une soupape à la cocotte minute en cas de surchauffe, la sixième motivation, la colère. Colère qui génère le besoin de justice. Peu à peu, grâce à la colère, s'établissent les tribunaux, les juges, la police, qui canalisent cette colère de manière à la rendre socialement non destructrice. Et si cela ne suffit toujours pas, la colère entraîne les révolutions. Septième motivation, la sexualité. Elle songe que son système de classement des motivations n'est pas vraiment chronologique ni croissant. Ces leviers sont, de nos jours, pour chaque individu, placés différemment selon son libre arbitre. La sexualité est à l'origine une motivation primaire de reproduction de l'espèce. Il faudrait presque la situer juste après la soif, la faim, le sommeil. C'est d'abord un besoin. Ensuite seulement elle se transforme en envie. Envie de perpétuer sa propre espèce, envie de laisser une trace de son passage sur Terre. Et puis cette énergie basique s'est muée en autre chose. Elle s'est élargie. La sexualité est devenue un moyen de vérifier son pouvoir de séduction, de comprendre le sexe opposé, envie d'être rassuré, envie d'être touché, envie d'être caressé, qui n'est plus seulement une envie de reproduction, juste un besoin de sociabilité. Peut-être l'ancien réflexe dépouillage des grands singes qui se réconcilient en se cherchant des poux dans la fourrure. La caresse est-elle une motivation à part entière? Non, juste un confort lié à la sexualité. Tout en y réfléchissant, Lucrèce se masse les pieds, et cela lui fait énormément de bien. La caresse. Lucrèce Nemrod pousse un soupir. Le mot caresse lui donne une envie de sensation tactile. Mais autour d'elle, il n'y a que la toile capitonnée. Elle se concentre. La sexualité est une motivation forte. Elle peut changer l'histoire. Pour une femme, Hélène, les Grecs et les Troyens se sont entretués pendant des années. Pour séduire Cléopâtre, César a affronté le Sénat romain. Combien d'œuvres d'art n'ont-elles été créées que pour impressionner une femme? La libido guide le monde. Huitième motivation, les stupéfiants. Et tous les produits chimiques qui nous font agir malgré notre volonté. Une envie artificielle qui devient un besoin qui dépasse les autres. Au début, les gens y goûtent par curiosité, convivialité, sociabilité. Les paradis artificiels envahissent ensuite tout l'esprit, au point d'annihiler le libre arbitre et de faire reculer le premier besoin, la survie. Neuvième motivation, la passion personnelle.
Elle est différente pour chacun. Tout d'un coup, on focalise sur une activité a priori banale, et cette activité devient la chose la plus importante du monde, un art, un sport, un métier, un jeu. Elle se souvient avec quelle hargne les filles de l'orphelinat jouaient la nuit au poker à la lumière des bougies, en misant leur maigre argent de poche. Le monde s'arrêtait à ce que réservaient les cartes, paire, double, paire, brelan, quinte, foule, comme si leur vie entière dépendait de ces morceaux de cartes illustrées. Cela n'a pas de sens dans l'histoire biologique de l'homme, et pourtant, cela prend tant d'importance. Même sa collection de poupées, elle représentait la famille qu'elle n'avait jamais eue. Une passion encombrante, des poupées pas toujours jolies en tissu, en porcelaine ou en plastique, auxquelles elle avait donné des noms. Elle leur cousait des vêtements avec plus d'affection qu'une mère pour ses enfants, car elle en avait exactement 144 de ces poupées. Elle n'en avait échangé aucune. Et après les poupées, prolongation logique, elle s'était mise à collectionner les amants. Peut-être une centaine aussi, non moins. Si pour ses poupées elle connaissait le chiffre exact, pour ses amants, c'était plus flou. Elle aurait aimé que, comme les timbres, on puisse les échanger. Je t'échange un des jumeaux que j'ai en double contre ton bodybuildé albinos aux yeux rouges. C'est aussi par passion personnelle que j'enquête maintenant. Après les poupées, les amants, je collectionne les enquêtes. Enquêtes sur les origines de l'humanité, enquêtes sur le fonctionnement du cerveau. Ma collection ne fait que commencer, mais c'est ma passion personnelle. Elle se ronge les ongles dans le noir. Disait motivation. Le capitaine Umberto avait parlé de l'ultime secret. Il le décrivait comme une motivation plus forte que la drogue, comme la motivation la plus intense. Deep Blue Cat aurait-il dans ce cas profité de sa super-intelligence informatique pour combiner des molécules et inventer une drogue nouvelle, une drogue plus puissante que les stupéfiants traditionnels. Il dominerait ainsi la population de l'hôpital, les médecins, les infirmiers, les malades. L'ultime secret. Samuel Fincher en aurait-il usé? Serait-ce lié à sa mort? L'hypothèse de la superdrogue indécelable lui sembla plus logique que celle du gadget branché sur le réseau. Cela expliquait, de surcroît, que Natacha n'ait rien vu et se soit crue coupable. Mais cela l'avance à quoi de comprendre maintenant? Elle est enfermée dans une pièce capitonnée, dans ce qu'il faut bien appeler un asile de fous sur une île cernée par la mer. Il faut que je conserve à tout prix ma raison, se dit-elle. La pire chose qui puisse m'arriver serait de devenir folle à mon tour. Si je manifeste le moindre signe de folie, personne ne me croira plus. Lucrèce Nemrod se ronge un ongle jusqu'au sang. Cette douleur lui tient l'esprit éveillé. Que faire pour ne pas perdre la tête? À la clinique. Explorer. Jean-Louis Martin n'arrêta pas d'explorer autour du thème de l'ultime secret. Le filon était maigre, mais il découvrit qu'il n'y avait pas que l'inventeur de l'ultime secret à préserver son trésor caché. Tous ceux qui étaient au courant de la portée de l'ultime secret avaient passé une sorte d'accord, leur interdisant de poursuivre les recherches sur ce thème trop sensible. L'ultime secret était bien caché. Pour une fois que la science faisait preuve de retenue, cela méritait d'être noté. Jean-Louis Martin trouva cependant la brèche. La thèse sur l'ultime secret était restée dans la fonction corbeille d'un vieil ordinateur dorénavant inutilisé, mais encore branché sur le net, avec sa corbeille pleine. Un accident avait permis de découvrir l'ultime secret. Un pacte en avait interdit la divulgation et une recherche fortuite l'aidait à en connaître le contenu. Cependant, il n'en savait pas assez. Il lança donc des programmes agents de recherche plus précis qui furetaient dans tous les hôpitaux, laboratoires, universités du monde. Une chaîne est solide par son maillon le plus faible, pensait-il. Il devait y avoir quelques dizaines de personnes dans le monde à avoir approché l'inventeur de l'ultime secret. Sur ces quelques dizaines, il devait forcément y en avoir une qui, avec le temps, trahirait le pacte. Une assistante peut-être, une secrétaire, des gens dans l'entourage de l'inventeur, des compagnons de beuverie auxquels il aurait confié son secret dans un instant d'abandon, une maîtresse qu'il aurait voulu impressionner. Même en matière de science, aucun tabou ne peut être imposé indéfiniment. Jean-Louis Martin, plus déterminé que jamais, lisait tout, regardait tout, inspectait tout. Athéna, de son côté, faisait de même 100 fois plus vite. Tout ce qui se passait dans un fichier, tout ce qui se passait devant une webcam ou une caméra de surveillance et qui pouvait avoir ne serait-ce qu'un vague rapport avec l'ultime secret était lu et stocké. Je dénicherai le maillon faible, se disait-il. Lucrèce hurle. Comment ne pas devenir folle dans le noir? Elle se rappelle tous ces moments où elle a éprouvé la peur dans l'obscurité. À l'orphelinat, quand elle se retrouvait dans les caves et que sa lampe torche s'est éteinte,
Comme elle avait crié. Quand elle jouait à Colin-Maillard, les yeux bandés. Les yeux apportent tellement d'informations. La lumière constitue déjà une drogue. C'est la première sensation à la sortie du ventre de la mère. Ensuite seulement vient l'air. Et dès qu'on a goûté à ces deux-là, on ne peut plus s'arrêter. Sa naissance n'avait pas été sans difficulté. Sa tête coincée à la sortie, l'hypnose lui avait permis de se le remémorer. Le pouvoir du cerveau est énorme. Lui seul recèle toutes les solutions, toutes les illusions, tous les pouvoirs. Le cerveau humain est la structure la plus complexe de l'univers. Elle a lu dans l'encyclopédie du savoir relatif et absolu une phrase sur laquelle elle n'a plus cessé de réfléchir. Le réel, c'est ce qui continue d'exister lorsqu'on cesse d'y croire. Donc, on peut inventer du réel temporaire. Elle se souvient aussi du texte d'un écrivain dissident russe, Vladimir Boukovski, qui racontait que, pour supporter la torture, il s'imaginait en train de construire sa maison virtuelle dans sa tête. Quand la douleur devenait insupportable, il allait s'y réfugier, et là, plus personne ne pouvait l'atteindre. Le pouvoir de la pensée, si c'était bon pour les prisonniers du goulag, c'est bon pour moi. Lucrèce Nemrod ferme les yeux. Elle oublie ce qui lui arrive, elle oublie où elle est. Elle entreprend de construire dans son esprit sa maison idéale, mieux encore, un château. Puisqu'il n'y a pas de limite à l'imaginaire, autant en profiter. Elle commence par dessiner le plan de son palais dans sa tête, puis en creuse les fondations. Ensuite, elle bâtit les murs avec des pierres de taille, puis elle installe les fenêtres, les portes, le toit. Elle aménage les jardins extérieurs et les jardins intérieurs. Elle place une petite piscine au centre de la cour centrale. Maintenant, la décoration proprement dite. Des verrières donnant sur la cour, ainsi tout devient translucide à l'intérieur et opaque à l'extérieur. Beaucoup de plantes vertes, des meubles japonais en bois précieux, qu'il faudra au préalable laquer à la cire de miel teintée en noir. Elle aligne ensuite les parquets, répartit les tapis d'Orient dans les chambres d'amis, choisit des tentures. Son cerveau est enfin en pleine activité. À la clinique. Son ordinateur travaillait sans relâche. Jean-Louis Martin, pressé de trouver, finit par créer lui-même ses agents informatiques capables de traquer l'information sur le net. Athéna l'assistait, déesse minérale bienveillante et omniprésente. Il se mit donc à récupérer des petits programmes qu'il modifia lui-même pour satisfaire ses besoins. En hommage à Ulysse, il baptisa ses nouveaux agents informatiques ses marins. Et tous ces marins étaient à la recherche non pas d'Ithaque, mais de l'ultime secret. Les programmes qui activaient le cœur de ces marins étaient issus des dernières découvertes en intelligence artificielle. Ils étaient donc capables de se reproduire et de s'améliorer pour atteindre un objectif donné. La première génération de marins se dispersa n'importe comment sur le réseau informatique à la recherche d'indices. Ensuite, sans aucune intervention humaine, ces centaines de marins firent le point et désignèrent parmi eux les 5 à avoir obtenu les meilleurs résultats. Les autres disparurent et les gagnants furent autorisés à se reproduire. Ils fabriquèrent alors des centaines de programmes similaires à eux-mêmes, mais encore plus spécialisés dans les domaines qui leur avaient valu leur élection. Jean-Louis Martin avait eu l'idée de fabriquer ces marins en s'inspirant du darwinisme, sélection des meilleurs, encouragement des plus forts, aide aux plus doués et abandon de tous les incompétents. Ce n'était certes pas un mécanisme moral, mais dans le domaine informatique, les programmes ne possédaient pas encore de conscience politique, songe-t-il. La deuxième génération de marins se sélectionna elle-même de façon à permettre aux 5 meilleurs de donner naissance à des programmes beaucoup plus spécialisés dans leur recherche. Les marins de 3e génération profitaient ainsi de toute l'expérience et de toutes les connaissances des générations précédentes. Il fallut 15 générations de marins pour parvenir à produire une bande de surdoués qui finirent par toucher au but. Celui-ci se trouvait en Russie, à Saint-Pétersbourg, au centre du cerveau dirigé par le docteur Tchernenko. Là, grâce à plusieurs indices infimes, mais qui se recoupaient, les agents informatiques déduisirent que l'ultime secret avait été utilisé pour des expériences sur l'homme. Les neurones de Lucrèce font du mieux qu'ils peuvent avec le stock de sucre qu'ils trouvent dans les graisses de la jeune fille. Pour réfléchir et pour gérer sa peur, ils ont besoin de sucre lent. Malheureusement, en mode des magazines féminins oblige, Lucrèce consomme essentiellement des fibres et des légumes, pratiquement pas de pâtes, encore moins de beurre, de crème, de sucre, toutes ces choses qui ravissent les neurones et leur permettent de bien fonctionner. Elle ne sait combien d'heures se sont écoulées. Elle a faim. Sa langue clappe dans le vide. Comment ça fait quand on est fou ? Ne pas penser à ma situation, penser à mon château. Son imaginaire choisit les lustres, pour le petit salon, le grand salon, la salle à manger, pour les chambres des appliques, pour les bureaux des halogènes, une grande bibliothèque, un sauna.
Une salle de télévision avec écran géant, une salle de billard, une salle de sport avec tout le matériel pour se muscler. Mais arrive un moment où elle ne peut plus ajouter de meubles, sinon l'ensemble serait trop chargé, où elle ne peut plus ajouter de pièces, sinon elle se sentirait perdue dans un trop grand château. Il manque pourtant quelque chose. Un homme. Un homme, c'est le complément idéal d'un château. Un homme, ça réchauffe le lit. Ça peut accessoirement offrir des fleurs, faire la vaisselle, vous tenir blotti en regardant la télévision. À la clinique. Jean-Louis Martin contacta le docteur Tchernyenko à Saint-Pétersbourg via son adresse e-mail et lui signala qu'il souhaitait en savoir plus sur ses expériences sur le cerveau. Il ne reçut pas de réponse. Il lui expédia ensuite un fax. Athéna guida son écriture sans plus de résultats. Comme le malade d'Ulysse ne pouvait pas parler et que de toute façon il savait qu'il n'aurait aucun crédit face à une scientifique, il finit par raconter toute l'histoire à Samuel Fincher. Lui contacta facilement son homologue russe, lui parla. En dépit d'un premier contact poli, elle refusa là encore toute communication sur ses recherches. Athéna attira l'attention sur le point faible de la vie de cette femme. Ce docteur Tchernyenko, certes, ce n'était pas très gentil comme méthode, mais Athéna avait aussi inscrit dans son programme la phrase de Machiavel, la fin justifie les moyens. Grâce à ce moyen de persuasion, le savant français parvint à convaincre la Russe de coopérer en lui promettant de n'utiliser l'ultime secret que pour des expériences limitées et totalement contrôlées. Le docteur Tchernyenko accepta de leur donner l'emplacement de l'ultime secret chez les souris. Un emplacement à 3 dimensions, repérable au dixième de millimètre près, et leur envoya par email le plan d'un cerveau de souris et une flèche indiquant l'endroit exact avec leurs coordonnées en hauteur, en largeur, en profondeur. Et voilà la carte du trésor, s'écrivit Jean-Louis Martin. Ils contemplèrent le plan comme s'il s'agissait d'une formule magique. C'est dans le corps calleux. Le corps calleux est le cerveau le plus ancien. C'est le premier organisme du système nerveux et il enregistre toutes les expériences de la naissance à 2 ans. Après, des couches de cerveau s'ajoutent et se plaquent dessus. Chaque couche apporte un niveau de complexité, mais le plus important est caché au plus profond de nous. Tu avais raison, Jean-Louis. Samuel Fincher avait effectué durant sa période d'étude des petites opérations chirurgicales. Il sélectionna donc une souris, une capucine à tête noire et corps blanc, une espèce très débrouillarde, utilisée normalement pour les numéros de cirque. Il fixa avec des lanières de caoutchouc la souris sur un support de liège, les pattes en croix. Le neuropsychiatre lui rasa le haut du crâne, puis prit quelques mesures avec une règle millimétrée et les inscrivit au feutre sur sa peau. Il anesthésia la souris afin que l'opération ne la traumatise pas et ne change pas les données. Il installa ensuite une caméra vidéo pour que le malade d'Ulysse suive à distance le déroulement de l'expérience. Il prit une scie circulaire osseuse et découpa finement le haut de la calotte crânienne de l'animal, comme s'il s'agissait du sommet d'un œuf coq. Le cerveau palpitant apparut sous l'éclairage des lampes. Lobotomie. « Tu m'entends, Jean-Louis ?»« Oui, je t'entends, Samuel, » s'inscrivit sur l'écran, fixé au-dessus de la caméra. « Tu vois ?»« Oui, je dois t'avouer que je ne suis pas habitué à voir ça, et je trouve cela un peu répugnant. Mais je pense que je suis de toute façon incapable de vomir. » Samuel Fincher s'était accoutumé à parler à cette caméra avec écran, comme s'il s'agissait de son ami en chair et en os. « Maintenant, tu fais partie de notre confrérie, cher collègue. » L'objectif zooma sur la souris. « Tu es sûr que tu ne vas pas la tuer ?» s'inscrivit sur l'écran. Le docteur Fincher vérifia les données médicales. Le pouls est bon et toutes les fonctions vitales semblent correctes. Chez le crack, la souris capucine avait une allure un peu étrange avec son cerveau à l'air. « C'est toi qui as eu l'idée, Jean-Louis. De toute façon, l'enjeu est suffisamment important pour que nous tentions le coup. » Samuel Fincher approcha alors ses instruments du cerveau à vif. Jean-Louis Martin suivait avec avidité le déroulement de l'événement. Cela lui rappelait une autre expérience neurologique qu'il avait observée sur le net, effectuée sur des souris par l'équipe du professeur Weissman de l'université de Stanford. Ils avaient greffé dans leur cerveau des neurones provenant de cellules souches d'embryons humains. Les neurones humains, plus dynamiques du fait de leur jeunesse, avaient envahi les zones occupées par les neurones de souris. Si bien que ces souris avaient proprement été dotées d'une cervelle humaine que les savants comptaient ponctionner pour aider les malades atteints de la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Le malade d'Ulysse essaya d'imaginer une souris avec un cerveau humain. Certes, elle avait été nantie d'une réserve de cellules nerveuses fraîches, mais c'était quand même un être avec le potentiel d'une pensée humaine. Il eut soudain un vertige. La science-fiction était dépassée par la réalité. À l'aube du 3e millénaire, tout devenait vraiment possible. Donner un cerveau humain à des souris ou toucher à
l'ultime secret. Le monde est en train de changer. Une simple idée surgissant d'un imaginaire peut se révéler plus terrible qu'une bombe atomique. Il n'y a plus de morale, il n'y a que des expériences. Et qui osera évoquer le statut des souris au cerveau humanisé? Il observe la souris en croix et cela lui rappelle l'œuvre de Salvatore Dali, le Christ observé par son Père. Nous sommes tout-puissants. Il va nous falloir davantage de conscience pour mesurer la portée de nos actes. Sommes-nous prêts? Samuel Fincher est, lui, tellement concentré sur ses gestes qu'il ne se pose aucune question. Il a comme seul souci de réussir l'opération et que la souris se réveille indemne.